Bonjour et merci d'avoir accepté de répondre à nos questions. Est-ce que tu pourrais te présenter et présenter la maison d'édition? Alors, je m'appelle Christine Girard, donc je publie aux éditions Faïfioc. C'est la maison d'édition que je représente sur ce marché, en l'absence des éditeurs qui malheureusement, en fait, en raison d'un déménagement, n'ont pas pu se rendre présents. Et comme j'habite Lille, c'est donc moi qui me charge de représenter la maison d'édition. C'est une maison qui a 10 ans, qui a été créée donc en 2013. Les deux créateurs de cette édition, maison d'édition, sont Jean-Marc Bourg et Fabienne Bargelli, et tous les deux sont acteurs. Quand il a créé cette maison d'édition, Jean-Marc, le principe de la maison d'édition au départ aussi, c'était de créer des bouquins de poésie, format poche, moins de 10 €, avec des couvertures de couleurs. Et pour faire fonctionner la maison, aussi, c'était de procéder avec un système d'adhésion pour soutenir la maison en même temps, et à la fois l'adhésion donnait droit à 1 ou 2 recueils. De même, il y a aussi parallèlement un autre versant à la maison d'édition qui sont les livres d'artistes. Donc il y en a eu 2 premiers qui ont été édités. Le premier avec Pierre Desnaux, donc qui est un auteur du Nord, et Anne Slassik. Et ces livres d'artistes, la vente de ces livres d'artistes permettait le financement finalement de la collection poche. Et ça a évolué ensuite vers le cahier peint. Donc il y a eu plusieurs cahiers peints. Donc c'est un poème d'un auteur qui choisit un artiste qui va illustrer son poème. Et là, il y en a plusieurs qui sont sortis. Parmi les derniers, il y a notamment celui de Rémi Cechetto. Je ne suis pas sûre que je prononce bien son nom à Rémi, accompagné des œuvres de Jean-Jacques Mao. Mais il y en a quantité d'autres. Je pense à celui que Ludovic de Grotte a fait il y a quelques années, avec Sylvie Lobato, qui est une artiste. Voilà, après, je ne vais pas tous les présenter, mais disons que ces cahiers peints permettent de prendre en charge aussi le format des bouquins poche. L'idée étant que la maison puisse s'autofinancer sans avoir recours à des subventions extérieures. En tout cas, ça c'est le projet de base des éditions Faïfioc. D'accord, pour qu'on puisse se rendre compte de ce que ça donne au niveau visuel, je vais me permettre de passer ton recueil, oui, que tu montres un peu à quoi ça ressemble. Et puis je vais en profiter pour dire que pour celui-là, on va te recevoir bientôt sur la chaîne. On va prendre rendez-vous et on va te recevoir dans un moment un peu plus tranquille que le marché de la poésie, parce que je précise qu'on se rencontre là au marché de la poésie de Lille. En tout cas, si tu n'as rien à rajouter, je te remercie de t'être prêté à l'exercice. Oui. Merci. Merci. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté de répondre à mes questions à brûle pourpoint comme ça. Est-ce que vous pourriez vous présenter et présenter votre maison d'édition? Alors, je suis Nick Lovens-Francin, je suis poète et traducteur et éditeur. Et aujourd'hui, je suis là pour vous parler de ma maison d'édition qui s'appelle L'Apostrophe. L'Apostrophe se base à Montpellier. C'est une maison d'édition qui a été lancée l'année dernière, plus précisément en juillet 2022. Et dans l'Apostrophe, on a 5 collections. On publie deux genres. On fait de la poésie et aussi du théâtre. Et la collection de théâtre vient tout juste d'être lancée. D'accord. Y a-t-il des nouveautés dont vous voudriez nous parler?
Alors, il y aura une nouveauté. Ce sera pour février 2024. C'est une jeune poète et voilà qu'on va publier qui s'appelle Emne Nasreddine. Ces textes seront accompagnés des dessins de Pauline Arbali. Le titre de ce texte c'est Je suis l'homme aussi. Voilà, ça va être ça notre nouveauté. Après, le dernier texte qui a été paru, c'était Aucun rempart contre les ténèbres. C'est le texte c'est une pièce de théâtre d'un jeune auteur haïtien. Un texte voilà qui a été, je dirais, bien reçu par la critique, qui a reçu des critiques et qui a été joué en Haïti et en Afrique aussi. D'accord, vous parliez de ligne éditoriale. Et moi, j'aimerais bien savoir pourquoi avoir créé cette maison d'édition. S'il y a une raison, autre que l'amour de la poésie et du théâtre. Alors, on n'a pas vraiment de ligne. Moi, tout ce qui m'intéresse, voilà, je reçois pas mal de textes. Par exemple, pour cette année, j'ai déjà lu plus de 150 textes et vraiment, il n'y avait pas, j'avais pas d'attente. Tout simplement, je me suis lancé et dans ces lectures et je me suis dit, bon, voilà les textes qui vont m'emballer. Ben, je sais pas et je vais essayer de les publier. C'était des textes, les textes avaient plein de qualités et tout, et vraiment on n'a pas de ligne, on n'a pas vraiment de ligne éditoriale, et aussi on publie du théâtre parce que je remarque la poésie et le théâtre contemporain ont un très grand lien. Je remarque que le théâtre est très poétique et que du coup je me suis dit bon voilà, on va essayer d'ajouter un petit peu de fiction. Voilà, c'est pour cela on a créé la collection de théâtre. Mais la maison d'édition, pour finir, n'a pas de ligne. Notre ligne éditoriale, c'est l'amour de la poésie. C'est déjà pas mal. Je vous remercie. Merci. Merci d'avoir accepté de répondre à cet entretien au pied levé comme ça. Est-ce que vous pourriez vous présenter et vous présenter votre projet ? Alors, étant donné que j'ai le micro, je vais commencer. Alors, pour nous présenter, je suis donc Aurélien Capi et Vivian Bott, respectivement le président de l'association Le Mouvement Romantique et le trésorier. Alors, nous sommes ici au marché de la poésie car nous avons été invités par l'Université de Lille et nous avons été pas sélectionnés, mais on nous a proposé en tout cas de montrer aux différents visiteurs notre travail. Donc notre travail, c'est la rédaction d'une revue littéraire qui s'appelle Le Chant sur Romantique et qui a vocation à regrouper nos textes, regrouper les textes des écrivains qui y sont affiliés. Ça veut dire que pour l'instant nous sommes les trois fondateurs. Donc il y a toi, Vivian, il y a moi et Augustin qui est à la Sorbonne. En plus de nous, il y a aussi des écrivains que nous pourrions appeler ponctuels, ça veut dire qu'ils viennent avec leurs textes, nous les trouvons intéressants, nous discutons avec eux, et après ça, nous décidons, oui ou non, de les accepter dans la revue. Et c'est un jeu de communication qui est très important pour nous en tout cas. Tu veux continuer ? Oui. Alors notre idéal est surtout un idéal poétique et il faut savoir, c'est que on est dans un idéal d'une revue qui a pour projet de composer à la fois avec de la peinture et aussi des poèmes, donc des poèmes de tout genre, c'est-à-dire du genre versifié, quasi classique, mais aussi de la prose. On a un peu de tout, ce qui fait qu'on est assez désorganisé dans l'ensemble, mais en fait c'est ce qui donne l'envie de le lire, hein, parce qu'en fait c'est notre désorganisation nous appelle les enfants joueurs, donc on est exactement ça, on est dans une cour de récré, on agit, on joue, et c'est ce qui fait que ça rend la poésie intéressante tout simplement. Que dire d'autre ? Nous sommes... Faut peut-être expliquer sur romantique.
surromantique. Bah oui. Grand débat, grand débat. Non mais c'est intriguant. C'est important, bien sûr. Alors, nous avons dit, du moins j'ai dit que nous incarnions notre sensation qui est le mouvement surromantique. Alors, qu'est-ce que le surromantisme? Bon, il faut déjà dire que c'est, j'aurais dit la phérèse, mais c'est pas le bon terme, du terme romantique, donc le mouvement romantique qui a traversé le 19e siècle, et le mouvement surréaliste, qui lui est la direction de Vivian notamment, qui a beaucoup plus traversé le début du 20e siècle. Et ces deux mouvements nous intéressent tout particulièrement, notamment car ce sont deux visions du monde très différentes, avec pour le romantisme un point important pour ce qui est de l'amour, pour ce qui est de la sensibilité, pour ce qui est de la sensation, pour ce qui est de l'espoir vis-à-vis du monde. Et d'un côté, il y a le surréalisme qui, lui, est bien plus touche à la profondeur de l'esprit et touche aux limites, au rêve, oui, à ce qu'on pourrait appeler les limites de l'âme. Et nous estimons qu'à travers notre littérature, on peut placer dans le réel, placer par écrit la profondeur du rêve, la profondeur de la beauté amoureuse. Et ça me paraît déjà être une bonne définition. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter par hasard ? Il faut savoir que le surromantisme n'a pas pour effet n'a que simple effet d'être inspiré du romantisme et du surréalisme, mais c'est un moyen d'avoir une émulsion d'idées, une émulsion de principes qui font que l'on peut ensuite émerger à une nouvelle forme d'art qui est la nôtre, qui est le surromantisme. Donc en soi, à l'heure d'aujourd'hui, le surromantisme c'est encore assez vague, il faut l'avouer. Hein. On n'est pas encore dans nos prémices, enfin on est dans nos prémices tout simplement. Et on est en train de se forger tout simplement parce qu'on est dans notre première revue et notre premier numéro, ce qui fait qu'on est encore assez jeune en termes de mouvement pour créer quelque chose de vraiment imposant, mais un peu à la fois. Nous avons la conviction et l'envie de créer un manifeste avec nos idées respectives, sachant que par notre désordre, ce qui est intéressant, c'est qu'on retrouve de l'ordre, on retrouve une ligne artistique qui se dégage de nous. On peut considérer par exemple Aurélien ici présent plus comme un classique. Moi je suis entre les deux. Augustin qui n'est pas là, Augustin Hampe, est un poète qui brise le verre, qui crée une nouvelle forme avec la prose aussi également. Donc on a un peu de variété, ce qui forme en soi un très bon complément, un très bel univers. Une complémentarité magique. Comme pourraient dire les surréalistes. C'est pour le côté surréaliste, ouais. C'est ça. Voilà. Et donc je me souviens plus, vous avez dit quand ça a été créé, vous l'avez dit. Alors vous notre dites, création, on dit qu'on est très jeune parce qu'en fait notre création d'association a été fondée en août. Et nous, notre premier numéro a été conçu en novembre, enfin a été publié en novembre. Donc là, on est sur la fin du numéro. Mais c'est tout récent. On a beaucoup de discussions pourtant avec beaucoup d'artistes, mais c'est en train de se former. En soi, on n'est pas assez pour moi, selon moi, pour vraiment former un mouvement et pour vraiment avoir des idées. Enfin, on a déjà des idées, mais en soi, on veut concevoir encore plus. Et pour ça, il faut être plus nombreux. D'accord. Donc, est-ce que j'ai bien compris, vous écrivez aussi tous les deux ? Oui, on est tous les deux des poètes. Poètes, si on peut le dire, je pense. Bien sûr. Et oui, moi j'écris depuis que j'ai 15 ans, j'en ai 21 à l'heure d'aujourd'hui. Donc voilà, ça fait beaucoup hein, dans un sens, ça fait une partie de ma vie quand même, ça fait un quart de ma vie. Mais en soi, oui, j'ai été beaucoup influencé à mes débuts par le surréalisme, comme m'a pu le dire mon camarade. Moi j'ai été inspiré par Éluard, par Breton, par les Desnos et plus profondément encore les Crevel, les surréalistes vraiment sombres, les Artaud. Et en fait ça a fondé une littérature en moi qui est vachement, je suppose, en tout cas je la trouve plutôt intéressante parce qu'elle mêle ce qu'on peut retrouver dans l'ancien, le brin de folie, l'étincelle qui faisait que des surréalistes, mais en même temps on est dans un monde contemporain, on a besoin
on a besoin, dans la tempête, on a besoin de calme de temps en temps, et je pense que ma poésie, avec sa musicalité, aspire d'une manière ou d'une autre à un certain calme par moment. Donc voilà, je sais pas ce que tu peux... Je pourrais, vu que tu as beaucoup parlé de tes inspirations, notamment poétiques, très intéressantes, enfin, on voit qu'il y a un vrai amour du surréalisme. Enfin, tu as vraiment approfondi le sujet et tu l'incarnes finalement. Ça, c'est vraiment quelque chose que tu fais très bien. De mon côté, je dois bien avouer, et c'est bien mon tort, que je n'ai pas commencé la poésie en lisant beaucoup de poètes. C'est très particulier. J'ai commencé à peu près comme toi, hein, vers 15-16 ans. J'étais au lycée en tout cas. Et j'ai commencé avant tout en lisant du Balzac, en lisant du Marguerite Yourcenar, hein, que j'apprécie énormément. Et j'ai aussi lu les fameux, hein, les grands, Baudelaire, Rimbaud, Verlaine, qui furent quand même par la suite, hein, des grandes lectures. Et oui, il y a de ça, c'est le besoin du rêve. Et je trouve que toi, tu as réussi à trouver ton rêve et un message dans le surréalisme. Moi, j'ai réussi à trouver ça dans la prose, dans le roman. Une intériorité aussi, qui parfois relève presque du rêve, hein, et qu'on va essayer d'approfondir un maximum, qu'on va essayer d'expliciter, peut-être dans un manifeste. On finira bien par écrire, de toute façon. Et après, on verra. Et vous êtes même applaudi, donc du coup ça commence bien. Alors pour rester dans l'ordre, dans le désordre, expliquez la genèse de l'association, comment ça s'est créé, comment vous vous êtes rencontrés, comment vous avez décidé, comment ça s'est fait. Il faut savoir que j'écris depuis que j'ai 15-16 ans, hein. Donc l'association, le surromantisme, il a débouché il y a déjà 3 ans, il faut savoir. Donc on peut dire que c'est encore désordonné, mais en soi il y a toujours eu de l'ordre, hein, dans ma vie, il ne faut pas croire, ma vie de poète en tout cas. J'ai rencontré Augustin Hampe, l'autre poète qui travaille avec nous, qui étudie à la Sorbonne. Et en fait, on s'est rencontrés, il y a eu tout de suite quelque chose en nous qui a fait qu'en fait, on a directement discuté d'art, poésie. Et il s'est retrouvé qu'on a créé le mouvement. On a créé le mouvement surromantique. On est parti de là, on a fait de la poésie à partir de ça, à partir de rien, de ce qu'on avait de la lecture. Donc on avait une lecture assez faible à ce moment-là, mais on lisait donc les classiques. Hein, j'étais inspiré par Éluard, j'écrivais... mes poèmes étaient très éluardiens au début, et puis un peu à la fois on a retrouvé un peu un style autre, un style plutôt individuel. Et puis il y a un an j'ai rencontré Aurélien, et je lui ai parlé du projet, j'ai discuté avec lui, et en fait on a retrouvé les mêmes bases malgré nos différences, parce que oui, on a des grandes différences culturelles, même littéraires, mais en soi on s'est complètement retrouvés dans les mêmes idéaux. On a les mêmes idéaux, et ce qui a fait qu'on a avancé en commun, et on a fait une sorte de ce qu'on appelle un triumvirat, hein. On s'est dit on va faire une conception à 3 de la poésie. Puis en fait on s'est dit ouais, mais la poésie a besoin de plus de grandeur, donc il y a quelques mois on a commencé à chercher d'autres membres, à discuter. Ça s'est fait un peu à la fois, donc là on discute pas mal avec 3-4 membres là, temporaires, mais en même temps permanents, dans le sens où il y a toujours ce jeu où il faut expliquer ses idéaux, il faut discuter, et donc ça prend du temps. Mais en soi on cherche vraiment à fonder quelque chose de sain, d'un mouvement stable, et pour ça, malgré le désordre. Et donc pour cela, ça prend du temps, et la création, oui, elle vient d'il y a 2 ans en fait. Je dirais qu'elle vient d'il y a 2 ans. D'accord. Et oui, la question de création est assez intéressante, puisque c'est un point important de la genèse, un point important de découvrir. C'est que créer de la littérature, c'est un point. Écrire, pour nous, écrire sur un papier, ça se fait. Mais on a dû apprendre avec cette association à écrire pour l'autre. À écrire, produire de telle façon que l'autre va le lire, et produire un médium que n'importe qui pourra lire, que n'importe qui pourra découvrir. Et c'était une grande aventure, ça aussi, hein. Faire une revue, c'est déjà s'ouvrir à l'autre, mais d'une façon tellement
tellement vaste, c'est grand, le système de revue. Oui, il faut savoir qu'on a un précepte, en tout cas personnellement, c'est le précepte de Lautréamont qui a été repris par les surréalistes souvent, c'était la poésie est faite pour tous et par tous. Il faut savoir que en soi, on fait tous de la poésie d'une manière ou d'une autre. Nous, on la conçoit avec les mots, on la conçoit avec une musicalité qui est peut-être anachronique par rapport à notre époque, mais en soi, la poésie peut être conçue par tous. Et on considère donc que le surromantisme, il est ouvert à toutes les portes en fait. On parle souvent de l'art pictural comme on avait dit, ou les poèmes, ou la prose, mais en soi, on se diversifie beaucoup. On a réfléchi avec des sculpteurs, on parle peut-être aussi d'autres mouvements, de la philosophie qui nous intéresse beaucoup. On est épris de philosophie, tout le groupe, et peut-être même les sciences plus tard, on ne sait pas trop encore. Mais ce qu'on veut créer, c'est vraiment ce qu'on a besoin, et on suppose que ce monde a besoin de ça à l'heure d'aujourd'hui, c'est vraiment la poésie. La poésie en général. On a un besoin de poésie qui est monstrueux, et si j'utilise un mot vraiment fort, mais et surtout, on a besoin d'une poésie qui est stylisée en fait. On a besoin du style qui est représent, une esthétique qui renaît, et je pense qu'on est en bonne voie de le découvrir, en tout cas avec nous. D'accord. On n'a pas dit que c'était la revue était, je vais dire un mot moche, illustrée. Oui, en fait, c'est pas ça le mot, hein, mais bon. On considère qu'une revue ne peut se cantonner qu'au texte. Il est essentiel pour nous de concevoir la revue avec des illustrations si vous voulez, mais de la peinture souvent, on parle d'art picturaux, nous c'est plus simple, mais on a énormément d'illustrations, que celles soient digitales, on est vraiment moderne à ce niveau-là, enfin contemporain, mais sinon on a aussi des artistes peintres contemporains aussi, qu'on cherche, juge, discute, enfin voilà quoi, on a vraiment une grande discussion avec ces peintres, et en fait, tout simplement, on se retrouve parfaitement dans leur art, et on se retrouve, par exemple, dans le numéro 1, à vraiment avoir des illustrations qui complètent la poésie, mais on a aussi dans le numéro 2, plutôt, on commence à compléter, nos textes complètent l'illustration, l'art pictural, ce qui fait que c'est très intéressant, parce qu'en soi, pour nous, c'est vraiment un mélange. On peut pas se passer de l'un et de l'autre, et selon nous, l'époque théorique qui disait oui, la peinture est supérieure à la littérature, ou la littérature est supérieure à la peinture, c'est un débat sans fin qui n'a aucun sens. Et selon nous, en fait, la peinture et la littérature, c'est par le travail, par l'effet que ça produit, en fait, le ressenti. C'est aussi ça le surromantisme, c'est surtout le ressenti qu'on a des choses. Par le ressenti, on peut découvrir quelque chose qui nous transporte, qui nous amène à un réel plus profond que tout, plus haut que tout, et selon nous c'est par l'effet, le ressenti, et ça on le retrouve autant dans la peinture que dans la poésie. Et en fait, l'unisson des deux, quand on les met à l'unisson, si on reprend la métaphore du chant, et sincèrement, ça fait toute la différence, ça fait l'effet en fait. Voilà, tout simplement. D'accord. Alors peut-être une dernière question, peut-être la montrer, la revue. Bien sûr. Alors. Et puis la dernière question, c'est comment on vous trouve? Alors, il y a une adresse mail, il y a un site, Nous, on a une adresse mail mouvement. Ça serait le moment de le dire, voilà. Nous, c'est mouvement tout collé, mouvement surromantique@gmail.com. Juste ici. Et il faut savoir aussi qu'on va se lancer bientôt dans les réseaux sociaux. Alors il faut savoir que c'est pas notre truc. On est des vieux modernes nous. On est des jeunes qui aiment pas trop les réseaux sociaux, mais on a considéré que c'était assez nécessaire pour avoir de la discussion avec les personnes autour de nous. Donc pour l'instant on les a pas encore, donc on peut pas le dire. Mais ce sera sûrement le mouvement surromantique à nouveau. On pourra nous retrouver sur les réseaux. Sinon, oui, l'adresse mail, c'est le meilleur moyen de nous contacter pour l'instant. Surtout qu'on manque beaucoup de temps, faut bien le dire, voilà. On manque de temps pour créer tout ça, parce que bon,
travailler sur une revue, mais en même temps être étudiant, c'est un travail de jonglage. À temps plein. Ouais, c'est ça, un travail de jonglage. Enfin, deux travaux. Deux travaux à temps plein. Temps plein, c'est fou. Et je suis tout à fait d'accord. Et juste pour revenir aussi sur la question des illustrations, c'est le pictoire poésie, très horacienne. Hein. Et oui, on va faire en sorte que notre revue soit un maximum un médium pour communiquer. Notre but, c'est vraiment de créer une communication facile, faire en sorte que la poésie ne soit pas bloquée dans des carcans, que ce soit de compréhension. Et on veut surtout faire en sorte qu'on rende tout ça plus facile, quoi. Parce que de toute façon, notre travail, c'est aussi un travail de communication. On communique entre le romantisme et le surréalisme. On veut aussi créer une communication entre l'art pictural et l'art poétique. Tout est alliage. Et de toute façon, aujourd'hui, on ne peut plus se permettre d'aller vers un domaine sans croire que tous les autres sont importants. Enfin, c'est une évidence qu'on doit forcément mettre en valeur à notre époque et qu'on mettra en valeur dans notre littérature. D'accord, en tout cas, merci d'avoir répondu à mes questions. Merci. Et merci beaucoup. Bonjour, merci d'avoir accepté de répondre à nos questions un peu à brûle-pourpoint comme ça. Est-ce que tu peux te présenter et présenter la maison d'édition que tu as fait? Je m'appelle Steve Willyfried Mungengi. Mes amis m'appellent Willy. Et je suis co-responsable avec une charmante dame qui s'appelle Sarah Combel d'une maison qu'on appelle La Quinfristanaise. C'est une maison d'édition jeune, elle a 3 ans. Et elle a aujourd'hui une dizaine de titres, entre poésie et roman. Est-ce que le nom indiquerait qu'il y a un peu une ligne éditoriale ou je me trompe? Le nom ne l'indique pas très clairement, mais en revanche, oui, on a une ligne éditoriale. Mais dans ce nom, il y a aussi l'idée qu'on voulait, c'était essayer d'imaginer une sorte de territoire, le Quinfristan, qui serait un territoire imaginaire et dans lequel se retrouveraient des gens qui viennent d'horizons différents. C'est une sorte d'utopie ou de dystopie, c'est selon. D'accord. Est-ce que tu aurais envie de mettre en avant certains des auteurs que tu publies, voire peut-être, vu que tu écris aussi, faire un peu d'autopromotion pour toi? Oui, je pourrais faire de l'autopromotion, mais j'aime beaucoup mes auteurs. Et on a récemment publié un ouvrage d'Oxic, D'où vient la rage. C'est le tout dernier ouvrage de la maison qui relate, dans lequel notre auteur relate son enfance dans un quartier de Lyon. Il dit qu'il a grandi donc sur les pentes de la Croix-Rousse. Voilà, et c'est une enfance dans un milieu précaire. Cet auteur qui est devenu aujourd'hui éducateur et chanteur raconte comment est-ce qu'ils ont dû eux-mêmes essayer de retrouver, en tout cas de donner du sens à leur existence pour pouvoir se sortir de ce milieu dans lequel ils étaient assignés. C'est un ouvrage formidable par l'écriture, ça se lit vite. C'est un récit, mais c'est aussi un récit poétique, puisque c'est écrit par un chanteur. Et on arrive à déborder, l'histoire arrive à déborder tout simplement le récit de l'auteur, parce qu'il est en réalité en train de brosser le portrait à la fois d'un quartier, d'une époque, mais de toute une génération. Voilà. C'est un livre que nous, on aime beaucoup. On est très content de l'avoir publié. Je pourrais parler aussi de Salah Al-Hamdani. J'ai vu. Salah, c'est un auteur, c'est un grand auteur. C'est une 60aine de titres entre le roman, la poésie et le théâtre. Et j'ai vu la réédition d'un texte paru il y a plus de 20 ans. Et c'est un homme d'origine irakienne, il a fui la guerre et puis il est passé par l'Espagne, par la France. Aujourd'hui, il est établi en France. C'est vraiment un ouvrage intéressant dans lequel il brosse aussi, d'une certaine manière, le portrait
de ces gens qui traversent l'expérience de la guerre. Mais c'est surtout un livre très très bien écrit. De toutes les façons qu'on croise un texte de Salah Al-Hamdani, il y a une signature, il ne ressemble à aucun autre poète. Moi je dirais d'une certaine manière que c'est un peu le démon de l'image. C'est la métaphore, il l'habite, elle trouve en tout cas et elle parcourt l'ensemble de son œuvre. Moi, L'énigme des ruines, c'est mon ouvrage, c'est l'ouvrage fondateur de la maison. J'en parle un peu pour dire que c'est un texte qui a été écrit dans les montagnes ariégeoises, dans le voisinage des ruines, dans une retraite que je m'étais offerte il y a désormais 2 ans. 2 ans, c'est ça, oui. Et je me suis retrouvé là, c'était un environnement plein de ruines et les ruines m'ont amené à me poser des questions, à m'interroger sur ce que ça voulait dire la présence de ces objets-là, de ces vestiges-là à ce lieu-là. Des murs tombés, on peut penser qu'ils sont silencieux, mais lorsqu'on s'arrête un instant, on s'aperçoit qu'ils portent une parole. Et c'est cette parole que je voulais entendre. Qu'est-ce que ça raconte de notre existence, ces pierres tombées? Qu'est-ce que ça dit de l'homme? Ça parle de l'œuvre de l'homme, de sa fragilité. Ça parle aussi du legs, des pères qui laissent quelque chose à leurs enfants et la manière dont ces derniers vont hériter ou pas. Mais ça dit surtout aussi qu'à travers ces pans de murs, il y a un lien entre ceux qui sont partis et ceux qui viennent derrière. Et moi, l'énigme que je voulais comprendre, qui demeure toujours une énigme, c'est qu'est-ce qu'il y a effectivement là, dans cette parole, qu'est-ce qu'on peut retrouver. Et pour moi, c'est aussi un message qui est adressé au présent, aux successeurs que nous sommes, à savoir que tout ce que nous bâtissons est guetté comme ça par la fragilité, est habité même par la fragilité, et peut-être qu'il nous appartient de ne pas perdre l'essentiel et d'essayer de poursuivre tout en habitant notre temps l'œuvre qui nous a été léguée. Voilà, ça c'est un peu la parole qu'on retrouve dans ce recueil de poésie. Un dernier ouvrage de moi, c'est pas ma maison d'édition, mais c'est mon livre. C'est le tout dernier livre que j'ai écrit, c'est un récit. C'est un récit qui parle de deuil et d'exil. C'est un livre adressé à ma mère comme une parole vivante, puisque je la tutoie dans le texte et je m'adresse à elle directement. C'est essayer de recoudre comme ça à travers une série d'épisodes dans l'enfance et dans l'âge adulte. J'aurais fait un peu le voyage mémoriel pour essayer de retrouver la petite lumière qui a dû exister du temps où elle était vivante. Cette petite lumière qu'il y a dû avoir entre nous. Et quand je me retrouve de ce côté de l'Atlantique et de la Méditerranée, je me demande qu'est-ce qui fait que moi je sois devenu ce que je suis aujourd'hui. Donc je déplie l'archive et quand je déplie cette archive que je suis, il y a des visages, le visage de mon père, les voix de mes frères, mais il y a surtout ce visage fondamental qui est celui de la mère. Voilà, c'est tout le travail. Est-ce que tu peux juste dire le titre et la maison d'édition? Alors, cet ouvrage s'appelle « Tu as fait de moi celui qui enjambe le monde ». Il est publié aux éditions du Mot Conduit. Merci. En tout cas, si tu n'as rien à rajouter, je veux te remercier d'avoir accepté de répondre à nos questions et puis merci. C'est moi qui vous remercie, c'est la seule chose que j'ai à ajouter. C'est une excellente initiative, merci beaucoup. Alors bonjour, merci d'avoir accepté de répondre aux questions comme ça à brûle-pourpoint, c'est gentil. Est-ce que vous pourriez vous présenter déjà et puis présenter la Maison de la Poésie des Hauts-de-France? Oui, alors je m'appelle Stéphanie Morelli, je suis la directrice de la Maison de la Poésie des Hauts-de-France qui est basée à Beuvry. La Maison de la Poésie, c'est une vraie maison, c'est une villa qui est au milieu de la forêt. Voilà. Et au sein de cette maison, on fait beaucoup de choses. On a déjà une programmation dans la maison. On reçoit des lectures, des spectacles, des ateliers. Voilà, ça c'est notre programmation hors les murs. On a aussi une programmation hors les murs où on essaye d'aller dans tous les Hauts-de-France, dans les médiathèques, dans des hôpitaux psychiatriques.
voilà, dans différents lieux assez divers pour proposer des rencontres aussi, des spectacles, des lectures. Voilà pour la partie programmation. On a aussi une partie intervention politique, donc on est beaucoup dans les collèges et lycées de la région pour intervenir auprès des élèves. Et puis on a aussi une maison d'édition. Voilà, c'est des livres une collection de poésie européenne. Ce sont des livres bilingues. On a une trentaine de titres au catalogue. Voilà. Et puis on a aussi une revue qui s'appelle l'Estracel, pour le coup qui est plutôt à destination de nos adhérents. On a 120 adhérents dans l'association, mais qui est assez diffusée sur la région. Et à partir de janvier, on aura une nouvelle revue qui s'appelle Tohu Bohu, en coédition avec les éditions Invenit, et qui sera là diffusée en librairie dans toute la France. Voilà en quelques mots les activités de la maison.